Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci pour votre participation à ce webinaire qui a pour thème anticiper et optimiser la transmission de votre patrimoine. Je suis Sandra Wang, responsable des équipes commerciales, donc les conseillers mutualistes que vous rencontrez lors des rendez-vous. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée ce soir par Peggy Pinaudot et David Lombard, qui sont experts en ingénierie patrimoniale. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Sandra, bonsoir à tous. Bonsoir Sandra, bonsoir à tous. Donc pour notre sujet de ce soir, nous allons aborder 3 éléments qui sont à nos yeux clés pour anticiper et optimiser la transmission d'un patrimoine, à savoir la donation, l'assurance vie et le plan de retraite individuel. Nous prévoirons un temps de réponse en conclusion, mais vous pouvez poser vos questions via la boîte de discussion. On essaiera d'y répondre au fil de l'eau. Et enfin, un dernier point technique, vous avez la possibilité d'afficher la présentation en plein écran avec le bouton en bas à droite de votre écran d'ordinateur. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous représenter quelques éléments de la mutuelle. Donc, créée en 1891, ça fait 130 ans, plus de 130 ans maintenant que nous vous accompagnons sur les thématiques épargne et retraite, historiquement avec la retraite mutualiste du combattant, et depuis 1992 pour tous les particuliers via l'assurance vie et via le plan d'épargne retraite individuelle depuis 2020. Cet accompagnement, on le fait toujours sur notre modèle mutualiste, avec 160 conseillers répartis sur près de 60 agences en France. Et nos conseillers sont disponibles à domicile, en agence ou par téléphone avec la ligne directe. La France mutualiste, en quelques chiffres, c'est près de 10 milliards d'actifs, dont 1,6 milliard de fonds propres, ce qui nous permet d'afficher une solidarité financière avec un ratio de 292%. C'est cette solidarité financière qui nous a permis, notamment en 2023, d'afficher des taux de rendement parmi les meilleurs du marché, selon UFC Que Choisir, donc 3,70 sur l'acte épargne 2, qui est le contrat d'assurance vie, et 4,30 sur le contrat retraite LFM Perform. On a d'ailleurs, grâce à ces taux, eu beaucoup de renommées de la presse spécialisée et de labels. Pour rappel, tous nos contrats sont accessibles à tous et sans frais. Donc ce soir, nous allons aborder le thème de la transmission et de son optimisation. Peggy, dans ce cadre, peux-tu nous rappeler la définition et les intérêts des donations ? Oui, bien sûr. Merci Sandra pour cette introduction. Alors, il est effectivement important, à notre sens, d'anticiper la transmission de son patrimoine. Il n'est cependant, bien entendu, pas obligatoire de prendre des dispositions en ce sens, mais on remarquera que sans disposition prise en ce sens, l'héritier risquera d'être plus fortement taxé. Si on ne prend pas de disposition en ce sens, la loi désignera ses héritiers et dans quelle proportion chaque héritier recueillera le patrimoine du défunt. Un des moyens d'anticiper la transmission de son patrimoine est bien sûr la donation. La donation est un contrat par le fait qu'une personne va transférer la propriété d'un bien à un ou plusieurs donataires. Le donataire étant celui qui perçoit. Le frein de la donation est que le donateur va devoir se dessaisir immédiatement et de façon irrévocable, contrairement à l'assurance vie que l'on développera plus loin. Alors la donation, bien entendu, devra être déclarée auprès de l'administration fiscale afin que celle-ci soit taxée. L'administration fiscale va se baser sur 2 éléments. Le premier élément est le barème progressif qui dépendra du lien de parenté entre le donateur et le bénéficiaire de la donation. Le deuxième élément pris en compte par l'administration fiscale sera les abattements et les avantages fiscaux qui vont venir réduire la base fiscale et qui dépendront également du lien de parenté entre le donateur et le bénéficiaire de la donation. Alors, regardons plus précisément pour nos enfants. Eh bien, les enfants bénéficient d'un abattement fiscal qui est le même dans le cadre des successions que dans le cadre des donations. Cet abattement fiscal, il est de 100 000 €. Il va pouvoir en bénéficier lorsqu'il reçoit une donation de son père et de sa mère, donc potentiellement 200 000 €. Au-delà de cet abattement, on taxera selon le barème progressif que l'on voit sur la gauche de l'écran.
En ce qui concerne nos petits-enfants, ils sont beaucoup moins bien traités, puisque dans le cadre des successions, ils ne bénéficieront que d'un abattement de 1 594 €. Donc, pour transmettre et pour avantager les petits-enfants, on conseillera d'anticiper et de passer par le biais des donations, donc une transmission du vivant. Dans ce cas-là, le petit-enfant bénéficiera d'un abattement de 31 865 € de la part de chacun de ses grands-parents. Donc, s'il a ses 4 grands-parents vivants, il va pouvoir cumuler ces 4 abattements. Il en existe en fait plusieurs d'exonérations de ce montant de 31 865 €. Le premier étant celui de l'article 790G du Code général des impôts, que l'on appelle le don familial de somme d'argent ou encore le don Sarkozy. Cette exonération, je l'ai dit, est dans la limite de 31 865 €, mais concerne des dons de sommes d'argent uniquement, comme son nom l'indique. Certaines conditions doivent être respectées. Le donateur doit être âgé de moins de 80 ans et le donataire, le bénéficiaire, devra être majeur. Qui pourra en bénéficier? Eh bien, tous nos descendants, donc enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, et si je n'ai pas de descendants, je peux en faire bénéficier mes neveux, nièces et leurs descendants. Il existe une autre exonération du même montant, du montant de 31 865 €, qui est souvent confondu puisqu'il a le même montant, mais celui-ci concerne l'article 790B du Code général des impôts et concerne le don intergénérationnel. Il est beaucoup plus large que le précédent puisqu'on pourra l'utiliser pour n'importe quel type de bien et pas seulement sur une somme d'argent. Donc n'importe quel type de bien, un bijou, une terre, un tableau, etc. Seulement ici, seul un petit enfant va pouvoir en bénéficier. Ici, pas de condition d'âge, ni du donateur, ni du donataire. Enfin, on pourra utiliser également les abattements personnels qui sont prévus à l'article 784 du Code général des impôts. En ce qui concerne l'enfant, on l'a déjà vu, il bénéficie d'un abattement de 100 000 €. Le petit enfant également, on l'a déjà vu. L'arrière-petit enfant bénéficie également d'une exonération fiscale à hauteur de 5 310 €. Au-delà, on taxera de la même façon que pour les petits-enfants et les enfants. Le conjoint ou le partenaire de PACS ne sont pas exonérés totalement dans le cadre des donations, mais un abattement de 80 724 € est prévu. Tous ces abattements sont cumulables entre eux. Donc, les abattements sont cumulables et au-delà de ces abattements, on a des droits à payer. Exactement. Et qui doit alors acquitter ces droits? Alors, le donataire est le redevable des droits de mutation. Donc, le donataire, celui qui perçoit la donation, c'est lui qui doit faire la déclaration auprès de l'administration fiscale et qui est redevable de la fiscalité éventuelle. Le donateur va pouvoir cependant prendre à sa charge le paiement de ses droits, mais il faudra bien l'indiquer dans l'acte de donation et cela ne sera pas considéré comme une nouvelle donation. Par contre, cela sous-entend de passer par devant notaire. L'acte de donation devra être fait sous la forme notariée. Donc, on ne pourra pas faire une prise en charge par le donateur lors d'un don manuel, par exemple. Et qui doit effectuer ces déclarations? Eh bien, c'est toujours celui qui perçoit la donation qui va devoir faire cette déclaration. Il va pouvoir la faire soit par le biais de son espace personnel sur impotgouv.fr ou soit par le biais du CERFA sur papier. D'accord. Et les déclarations sont concernées par tous les types de dons, même les dons manuels? Alors, effectivement, le don manuel est un petit peu particulier puisqu'il n'est pas un fait générateur d'impôts en lui-même. Donc, il n'est pas obligatoire d'effectuer cette déclaration auprès de l'administration fiscale lorsque l'on perçoit
un don qui est fait de la main à la main, donc sans passer par devant notaire. Cependant, je rappelle tout de même que le délai du rappel fiscal de 15 ans va partir au moment du jour de l'enregistrement du don auprès de l'administration fiscale. Donc, pour faire courir ce délai au plus tôt, il va falloir effectuer cet enregistrement au plus tôt. Si on prend l'exemple qui est indiqué à l'écran, imaginons que j'ai un enfant que je nommerai Julien. J'ai réalisé une donation à son profit en 2010 à hauteur de 50 000 euros. 5 ans plus tard, en 2015, je réalise à son profit une donation à hauteur de 60 000 euros. Donc, Julien a utilisé complètement son abattement de 100 000 euros et il a été taxé sur la base de 10 000 euros, qui est au-delà de son abattement de 100 000 euros. Si je décède aujourd'hui en 2024, le délai du rappel fiscal de 15 ans ne s'est pas complètement écoulé. Son abattement de 100 000 euros n'a pas pu se reconstituer et il ne pourra pas en bénéficier lors de ma succession. Donc, on conseillera d'effectuer des donations le plus tôt possible pour voir cet abattement se reconstituer et avoir la chance de réaliser de nouvelles donations en exonération totale de droits. D'accord. Donc, passé les 15 ans, fiscalement, je peux profiter à nouveau des abattements. Tout à fait. Et tu as abordé les successions. Est-ce que les donations ou les dons seront pris en compte à la succession du donateur? Alors, oui, effectivement, le principe est que l'ensemble des donations et les dons manuels effectués au profit de cet enfant bénéficiaire seront pris en compte dans le cadre de ma succession, et ce, dans un but égalitaire. Car si j'ai 2 enfants, imaginons ici à l'écran Julien et Juliette, par principe, je ne veux pas créer un déséquilibre entre mes 2 enfants et je ne souhaite pas avantager l'un plutôt que l'autre. Si je souhaite avantager un des enfants plutôt que l'autre, il va falloir l'indiquer explicitement dans l'acte de donation et donc passer par devant notaire. Si je prends l'exemple à l'écran, j'ai réalisé une première donation au profit de Julien de 50 000 euros, puis une autre de 60 000 au profit de ce même enfant. Je vais considérer que Julien a reçu une avance sur sa part d'héritage à hauteur de 110 000 euros. Il recevra donc moins à ma succession et Juliette va pouvoir rééquilibrer la situation lors de ma succession. Merci pour ces précisions. Une dernière question. Si on n'a pas mis en place de solution de son vivant, existe-t-il un moyen de transmettre à la seconde génération ? Alors, c'est une question qui nous est souvent posée. Du fait de l'allongement de la vie, eh bien, on hérite de plus en plus tard. L'héritier moyen en France est âgé de 47 ans, un âge auquel on a moins de besoins économiques. Donc souvent, la génération intermédiaire va vouloir s'effacer afin de laisser sa propre descendance prendre sa place et profiter de l'héritage de son grand-père ou de sa grand-mère. Par exemple, à l'écran, on a toujours Julien et Juliette. Julien est déjà père de 2 enfants, Thomas et Élodie. Si Julien s'efface en renonçant à l'héritage de sa mère, eh bien Thomas et Élodie vont pouvoir bénéficier de la quote-part de leur père. Et en plus, fiscalement, c'est extrêmement intéressant puisqu'ils vont se partager l'abattement dont aurait dû bénéficier Julien, c'est-à-dire 100 000 euros. D'accord. Merci beaucoup, Peggy. Donc, en synthèse, ce qu'il faut retenir, c'est que le patrimoine d'un défunt est soumis au droit de succession, taxé selon un barème progressif. On vous conseille de donner le plus tôt possible pour pouvoir reconstituer les abattements au bout de 15 ans. Et si vous n'avez pas pu le faire, vous avez toujours l'outil de la renonciation, qui est un outil de transmission pour faire profiter la nouvelle génération. David, est-ce que l'assurance vie fait mieux que les règles qu'on vient de voir ici ?
Eh ben, en tout cas, Sandra, c'est ce que je vais essayer de prouver ou démontrer. Donc effectivement, l'assurance vie finalement est connue de tous sur l'aspect valorisation. Bien souvent, effectivement, l'objectif premier que l'on recherche, c'est valoriser son patrimoine financier. Donc le contrat, cependant, qui est passé entre l'assureur et le souscripteur, va également permettre de préparer la transmission du capital constitué. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'assureur va s'engager à verser celui-ci à un bénéficiaire qui sera préalablement désigné. Alors, l'assurance vie, pour ceux qui ne le savent pas, effectivement, se dénoue hors masse successorale. Donc, ça veut dire en dehors de la succession, en dehors des règles de la succession qu'on vient d'évoquer avec Peggy. Le souscripteur, dans ce cadre, jouit d'une grande liberté puisqu'il va pouvoir choisir son ou ses bénéficiaires. Et puis surtout, effectivement, l'assurance vie est adaptée à la transmission, ou en tout cas à ses enjeux, car elle bénéficie d'une fiscalité avantageuse. Le seul point de vigilance, et Peggy reviendra dessus tout à l'heure, c'est qu'effectivement, en cas de décès de l'assuré, si l'assurance vie ne comportait pas effectivement une clause bénéficiaire avec un bénéficiaire déterminé ou déterminable, eh bien, le capital pourrait réintégrer la succession et du coup, effectivement, perdre tous ses bénéfices. Alors, rapidement, pour vous présenter effectivement le contrat d'assurance vie, j'ai voulu zoomer sur une partie de la fiscalité et des critères à reprendre. Effectivement, on va devoir s'interroger tout d'abord sur la date de souscription du contrat, la date de versement de chaque prime et l'âge de l'assuré au moment du versement. Donc, si on regarde et si on s'attarde effectivement sur ce petit tableau, j'ai pris la situation d'un contrat souscrit après le 20 novembre 91. Pourquoi cette date ? Eh bien, tout simplement parce qu'au préalable, les contrats d'assurance vie bénéficiaient encore d'avantages supérieurs à ceux d'aujourd'hui. Néanmoins, vous allez voir qu'effectivement, ça reste attractif. Donc, la deuxième clé, finalement, c'est cette fameuse date de versement de la prime. Et soit je me situerai avant le 13 octobre 98, soit je me situerai à compter du 13 octobre 98. Ensuite, dernière clé de répartition, finalement, c'est l'âge de l'assuré au jour du versement. Et là, deux situations, soit j'ai moins de 70 ans, soit j'ai plus de 70 ans. Dans le premier cas, donc si j'ai moins de 70 ans et que je verse avant le 30-10-98, en tout cas j'ai versé avant le 30-10-98, effectivement les capitaux sont intégralement exonérés. Si je l'ai fait après le 13 octobre 98, on verra qu'on va pouvoir, on sera taxé tout simplement à l'article 990I du Code général des impôts. Dans les autres situations, si mes versements sont réalisés après mes 70 ans, cette fois-ci je répondrai à l'article 757B du Code général des impôts. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette fiscalité qui se cache derrière le Code général des impôts ? Oui, je vais essayer en tout cas de le simplifier. Donc ici, on se remet bien dans la situation que j'évoquais. Un contrat souscrit après le 20 novembre 91, des versements réalisés après le 13 octobre 98. Donc, le 990I, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il prévoit tout simplement pour les sommes versées une taxation des capitaux transmis. D'accord ? Simplement, je vais appliquer un abattement de 152 500 €, ce qui veut dire qu'effectivement, j'aurai une exonération pour cette tranche-là. Puis, au-delà, donc de 152 500 € à 700 000 €, comme l'indique le tableau, je serai taxé à 20%. Puis, au-dessus des 700 000 €, je serai taxé à 31,25%. La spécificité, en tout cas l'attrait de verser avant les 70 ans est marqué notamment sur le fait que ces abattements et cette taxation privilégiée, en tout cas, effectivement, s'interprètent par bénéficiaire pour l'ensemble des contrats. Donc, plus j'ai de bénéficiaires, plus effectivement je peux transmettre des capitaux importants et ça donne souvent lieu à un travail sur la clause bénéficiaire. Le deuxième cas, donc du coup, c'était ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, je peux verser des sommes, bien sûr, sur un contrat d'assurance vie après 70 ans. Ce n'est pas que ça ne présente plus d'intérêt, mais simplement, ça aura un intérêt peut-être un petit peu moindre que si je l'ai fait avant. Donc cette fois-ci, ce qu'on va retenir, c'est que les capitaux sont taxés à hauteur des primes versées sur le contrat, après un abattement de 30 500 €. Au-delà, je serai soumis au droit de succession selon le lien de parenté, et effectivement, du coup, je serai fiscalisé. Simplement, chose que l'on oublie souvent de répéter, c'est qu'effectivement, j'ai une exonération également des intérêts aux plus-values générées tout simplement par les versements qui ont été faits. Et David, je crois que certains bénéficiaires ne sont pas soumis à cette taxation. Oui, c'est vrai. Et effectivement, depuis la loi de TEPA, le conjoint ou le partenaire de PACS, effectivement, sont exonérés, tout comme les associations reconnues d'utilité publique. Une dernière chose qui est un peu moins connue et sous certaines conditions, il y a également le cas des frères et sœurs de l'assuré décédé qui peuvent bénéficier effectivement d'une exonération. Très bien. Peut-on revenir sur la fiscalité après 70 ans et la notion de prime versée pour éviter certains pièges ?
Oui, alors là, je vais essayer effectivement d'être précis et d'essayer d'être le plus, je dirais, pédagogue possible. Le principe de l'article 750B, c'est tout simplement la taxation des primes versées uniquement au-delà de 30 500 €. C'est ce qu'on vient de voir. La réalisation d'un rachat, hélas, peut nuire à cette règle qui, normalement, conduit à l'exonération des intérêts en cas de décès. En effet, si un rachat est réalisé, donc là c'est l'exemple qui est affiché, hein, la valeur du contrat après rachat au jour du décès peut être équivalente aux primes versées. Et elles peuvent être du coup soumises aux droits de succession, quand bien même cette somme transmise contienne des intérêts initialement exonérés. Puisqu'effectivement, quand vous rachetez des capitaux, vous rachetez, hélas, une part de capital et une part d'intérêt. Et surtout, effectivement, par le biais de cet article, on se rend compte que réaliser un rachat peut nuire à l'avantage successoral que l'on avait. Et je suppose qu'on a des options pour limiter l'impact de cette règle. Alors oui, et la première option, en tout cas, compte tenu des particularités de ce texte, c'est la solution, et le conseil, surtout que je vais donner ici, c'est d'ouvrir 2 contrats d'assurance vie, en tout cas plusieurs, comme illustré à l'écran. En quelque sorte, l'objectif ici, c'est de compartimenter les fiscalités. Et ce que je voudrais que vous reteniez, c'est tout simplement que si j'ai plus de 70 ans et que j'ai un contrat où je n'ai versé que des sommes avant mes 70 ans, dans ce cas-là, et si je m'apprête à replacer des capitaux, tout simplement, je vais ouvrir un nouveau contrat. Si j'ai placé également, autre cas, autre situation, j'ai placé des sommes sur un contrat après mes 70 ans et je souhaite placer cette fois-ci effectivement tout simplement des économies que j'ai pu faire et réaliser par la suite des rachats. Et bien dans ce cas-là, j'ouvre également un nouveau contrat. Enfin, finalement, plusieurs contrats permettent aussi de désigner plus facilement, pour les contrats qui sont exonérés, un bénéficiaire qui serait taxable, ou vice-versa. Et puis enfin, la dernière solution, bien sûr, c'est de cibler mes rachats, et souvent c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est de cibler les rachats sur les contrats qui ne sont pas exonérés et qui peuvent être taxés. Merci David pour ces précisions qui sont très utiles. Et en fait, on comprend en fait que la rédaction de la clause bénéficiaire est un sujet très important. On a d'ailleurs une question dans le chat sur ce thème. Peggy, est-ce que tu peux nous donner les points essentiels à retenir pour la rédaction d'une clause bénéficiaire? Oui, alors c'est vrai que l'assurance vie est un outil indéniable de transmission du fait de sa fiscalité très avantageuse qu'a expliqué David, mais encore faut-il avoir un bénéficiaire déterminable. Donc, une rédaction toute particulière doit être portée à la rédaction de la clause bénéficiaire. Bien sûr, les conseillers mutualistes sont là pour vous conseiller et pour vous aider à sa rédaction. Un point que je souhaiterais expliquer, c'est la désignation de son conjoint. Nous conseillons de désigner le conjoint par sa qualité et non pas par son nom pour éviter tout conflit en cas de séparation ou de divorce. Par exemple, si je suis mariée avec Julien et que je le désigne bénéficiaire dans ma clause bénéficiaire en indiquant mon conjoint Julien, je divorce, je me marie avec Marc, et bien Julien sera toujours bénéficiaire. Ça n'est pas forcément ma volonté. Donc dans ce cas, je préfère désigner mon conjoint par sa qualité et comme ça sera bénéficiaire mon conjoint au moment de mon décès. Ça évitera tout conflit. On conseille également de prévoir plusieurs bénéficiaires et de prévoir plusieurs rangs de bénéficiaires. Par exemple, je peux désigner mes enfants, mes petits-enfants ou tout autre bénéficiaire. Je suis absolument libre de désigner quelques bénéficiaires que ce soit. Je prévois également ce que j'appelle une clause balai à la toute fin de ma clause bénéficiaire en insérant la formule « à défaut mes héritiers » ou « à défaut mes héritiers légaux » afin d'éviter que mon contrat ne soit en déshérence au moment du dénouement, c'est-à-dire au moment de mon décès. Si je n'ai pas de bénéficiaire déterminable ou si malheureusement tous mes bénéficiaires sont prédécédés, le contrat, donc les capitaux vont réintégrer ma succession et perdre tout l'intérêt fiscal qu'a expliqué David. On conseillera de revoir sa clause bénéficiaire à tout événement de la vie, c'est-à-dire mariage,
décès, divorce, naissance, etc. Ou du moins de la revoir tous les 5 ans pour voir si elle est toujours actuelle selon mes volontés et selon ma situation familiale. D'accord. Et Peggy, pourquoi les conseillers mutualistes préconisent d'insérer la représentation dans une clause bénéficiaire ? Alors, comme on l'a vu tout à l'heure dans le cadre des successions, il est vrai qu'on hérite de plus en plus tard. Eh bien, c'est la même chose pour le contrat d'assurance vie. Le contrat d'assurance vie va se dénouer de plus en plus tard du fait de l'allongement de la durée de vie. Donc, beaucoup de bénéficiaires souhaitent, comme dans le cadre des successions, renoncer au bénéfice du contrat pour laisser la place à sa propre descendance. Dans la même situation que l'on a vu tout à l'heure dans les successions, dans mon exemple ici, Juliette et Julien vont pouvoir prendre la place de leur père renonçant et vont pouvoir bénéficier de sa quote-part. Cependant, à l'inverse de la succession, il va falloir le prévoir explicitement dans la clause bénéficiaire. Si je ne prévois pas cette représentation dans la clause bénéficiaire et que Julien renonce, eh bien tout reviendra à Juliette et rien ne reviendra aux petits-enfants. Merci beaucoup pour ces rappels sur l'assurance vie, Peggy. Avant de répondre à vos questions dans quelques instants, on a abordé dans le sommaire le plan d'épargne retraite individuelle. David, peux-tu nous dire quel est le rapport avec le thème de la transmission ? Je vais essayer effectivement à nouveau d'y répondre. Le PERIN, finalement, c'est un produit d'épargne retraite complémentaire à l'offre en assurance vie. PERIN, plan d'épargne retraite individuel. Son attrait majeur, en tout cas ce qui fait son succès aujourd'hui, c'est bien sûr la déductibilité des sommes, tout simplement, lorsque je réalise un versement volontaire afin de préparer ma retraite. Il faut savoir qu'il a également un régime proche de celui de l'assurance vie au cas du décès du titulaire. Et donc, c'est là-dessus qu'il a un sérieux intérêt et qui peut être intéressant, effectivement, à souscrire. Si j'essaye de vous expliquer ça de la façon la plus simple possible, il va falloir distinguer le cas où le titulaire du plan d'épargne retraite, tout simplement, va décéder, donc soit avant ses 70 ans, soit après ses 70 ans. Dans le premier cas, si l'adhérent, le souscripteur, effectivement décède au cours de ses 70 ans, il va falloir également porter attention au fait que le contrat est non rachetable ou rachetable. Il est notamment non rachetable dès lors que je suis en phase d'épargne, de constitution, et que je soit ne bénéficie pas d'un des cas de sortie anticipée, soit tout simplement je n'ai pas liquidé mes droits à la retraite ou pas atteint l'âge légal permettant de sortir du contrat. Si c'est ce cas spécifique qui est rencontré, auquel cas, et confirmé par la doctrine administrative, c'est tout simplement la dernière année de prime versée qui sera soumise au 990I du Code général des impôts qu'on a présenté tout à l'heure. Donc c'est le même. Ici, effectivement, l'abattement sera commun, la taxation sera commune effectivement avec l'assurance vie. En tout cas, ça sera uniquement la dernière année de prime versée qui sera taxée. Dans le cas où, cette fois-ci, le PERIN, le plan d'épargne retraite individuel, est rachetable, c'est-à-dire que j'ai potentiellement soit liquidé mes droits à la retraite, soit atteint l'âge légal de départ à la retraite, auquel cas ce sont toutes les sommes placées qui seront soumises au 990I, toujours avec le même abattement commun à l'assurance vie, puis une taxation à 20% au-delà des 152 500 € jusqu'à 700 000 €, 31,25% pour le surplus. Le deuxième cas, en tout cas le dernier cas, c'est bien sûr le décès après les 70 ans. Cette fois-ci, ça sera le 757B qui s'appliquera, mais pas de la façon identique, pas de façon identique en tout cas à l'assurance vie. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, le texte prévoit que les sommes placées pour le montant total seront soumises au droit de succession, après bien sûr l'abattement de 30 500 € commun, toujours avec l'assurance vie. Donc on voit que ça présente un intérêt, une légère nuance. Et si on fait tout simplement un rappel, j'ai bien une fiscalité avant ou après mes 70 ans qui va tenir compte de l'âge du souscripteur au moment du décès, mais qui reste totalement intéressant. Il faut le noter, je ne l'ai pas précisé, c'est que le PR également n'est pas soumis aux prélèvements sociaux, ce qui a un attrait puisque là-dessus, il diffère du contrat d'assurance vie. Et puis enfin, finalement, ce sont des contrats qui sont très complémentaires. Et la petite astuce, en tout cas le conseil qu'on a généralement sur ce sujet, c'est plutôt de désigner au titre de la clause bénéficiaire du plan d'épargne retraite assurantiel, c'est de désigner quelqu'un qui serait exonéré de droits comme le conjoint. Et comme ça, ainsi, on le protège pour le mieux.
Merci à tous les deux pour toutes ces précisions. Si je peux me permettre de conclure en synthèse, vous avez des produits comme l'assurance vie qui est intéressant parce que c'est une fiscalité qui va être attractive avant les 70 ans. Vous avez un second abattement après les 70 ans qui peut se cumuler. Sur le plan d'épargne retraite, on va pouvoir transmettre un capital qu'on aura déduit avec un avantage fiscal. Attention à ce moment-là à l'âge du décès pour la fiscalité. C'est pour cette raison que ces deux contrats, on peut avoir des avantages à ouvrir plusieurs contrats. Il faut rappeler qu'un seul souscripteur peut avoir plusieurs contrats chez une ou plusieurs compagnies. Et enfin, si on n'a pas mis en place ces outils, rappelez que la clause bénéficiaire doit être mise à jour régulièrement, et qu'on vous conseille fortement d'insérer la représentation dans ces clauses. On va passer maintenant aux quelques questions. Je vous propose de les regrouper par thème. On a eu quelques questions sur les clauses sur les donations, tout d'abord, Peggy. On a 2 questions pour nous demander sur les abattements, que ce soit les 790, pendant combien de temps je peux en faire, c'est-à-dire à quel moment je peux les refaire. Alors, vous pouvez les faire à tout moment. En tout cas, pour le 790B, il n'y a pas de condition d'âge ni du donateur ni de celui qui reçoit. Et l'abattement va se reconstituer tous les 15 ans. Donc, pour transmettre en exonération totale de droits, il va falloir attendre 15 ans. D'accord. On a une question également sur les donations. Est-il possible d'effectuer une donation au profit de son petit enfant mineur sans en informer les parents? Oui, alors c'est une question qui nous est souvent posée et effectivement, l'article 935 du Code civil prévoit que tout ascendant peut accepter une donation pour le compte d'un enfant mineur. Donc, l'ascendant, ça n'est pas seulement le père et la mère. L'ascendant, c'est également un grand-parent, un arrière-grand-parent, etc. Par contre, une petite remarque tout de même, je ne peux pas être donateur et acceptant à la fois pour le compte du mineur. Donc, il faudra que je trouve un autre ascendant qui sera capable d'accepter la donation pour le compte du mineur. D'accord. Est-ce qu'un enfant mineur peut-il souscrire un contrat d'assurance vie? Oui, tout à fait. Un enfant mineur va pouvoir souscrire un contrat d'assurance vie. Bien entendu, il sera représenté par ses parents pour la signature du contrat. Il va falloir l'accord des 2 parents. Si un des 2 parents n'est pas d'accord, l'intervention du juge va devenir nécessaire. D'accord. Je permets de préciser que la donation peut se faire dans le cadre de l'assurance vie, justement. Sur les questions de donation, on va avoir aussi sur les clauses bénéficiaires. Donc, dans une clause bénéficiaire, peut-on désigner une personne en fonction des abattements pour éviter l'impôt dû? Tu réponds ou je réponds? Non, vas-y, si tu veux. Oui, alors il n'est pas possible d'indiquer dans la clause bénéficiaire qu'une personne sera bénéficiaire à hauteur de l'abattement de 152 500 € par exemple. Cela évitera à l'administration fiscale de contester et de requalifier le contrat en indiquant que cela a été fait dans un but exclusivement fiscal. Donc non, on ne pourra pas le rédiger exactement comme ça. Oui, et c'est vrai que si je peux compléter ta réponse, Peggy, c'est qu'effectivement, finalement, un contrat, vous l'avez compris, va comporter différents compartiment fiscal. Et il n'est pas possible, ni lors d'un rachat, ni lors d'une transmission, finalement, de spécifier ou de recourir uniquement à ces types de compartiments. Donc, c'est bien à chaque fois, lorsque je fais, par exemple, un rachat, je rachète une partie, une proportion égale, effectivement, entre chacun des compartiments. Et je ne peux pas désigner, du coup, effectivement, un bénéficiaire pareil pour l'intégralité de ces compartiments. Et c'était tout l'intérêt de vous expliquer qu'il est important d'ouvrir plusieurs contrats, puisque, effectivement, dès lors qu'il y a un changement de fiscalité, dès lors qu'on passe, effectivement, à un certain stade, c'était le tableau que je présentais précédemment, et bien, il est conseillé, vivement conseillé et recommandé d'ouvrir un nouveau contrat.
Merci. J'ai encore 2 questions décidément sur les clauses bénéficiaires. Si le bénéficiaire apprend qu'il est bénéficiaire et accepte, peut-on changer ensuite la clause bénéficiaire? Alors, les gens urbaines. Oui, je vais répondre. Donc aujourd'hui, l'acceptation par le bénéficiaire, donc du vivant de l'assuré, cette acceptation doit être tripartite. C'est-à-dire que le bénéficiaire ne va pouvoir accepter le bénéfice de la clause qu'avec l'accord de l'assuré et de la compagnie d'assurance. Donc le risque est quand même moindre aujourd'hui. Par contre, si cela a été fait dans les règles, il ne sera pas possible de modifier la clause bénéficiaire sans l'accord du bénéficiaire acceptant. D'accord. J'ai une question sur le testament. Alors, le temps que je le remonte, la question était de savoir si j'ai fait un testament, quel est le document qui prend la place, le testament, la clause bénéficiaire. Alors, ce n'est pas une question de document, c'est une question de date. C'est le dernier en date qui sera pris en compte, que ce soit le testament ou le contrat d'assurance vie. D'accord. J'ai également une question sur les bénéficiaires. Alors, sur celui-ci, excusez-moi, on a répondu. J'ai vu une question sur le démembrement finalement de la clause bénéficiaire de l'assurance vie ou effectivement le démembrement de l'assurance vie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On peut peut-être donner un éclairage sur la clause bénéficiaire démembrée. C'est vrai que c'est un sujet dont on n'a pas voulu traiter, en fait, on n'a pas, puisque c'est un petit peu long en termes de développement. On peut peut-être juste répondre en 2-3 mots, Peggy. Oui, alors démembrer la clause bénéficiaire, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour désigner plusieurs bénéficiaires, mais à des moments différents. Le cas le plus courant sera de désigner son conjoint survivant usufruitier et son enfant nu propriétaire. Donc, ce qu'il va se passer, c'est qu'au dénouement du contrat, donc à mon décès, la totalité des fonds vont être versés au conjoint survivant usufruitier et l'enfant nu propriétaire ne recueillera les fonds qu'au décès du conjoint survivant et par le biais de la succession, par le biais d'une créance de restitution. D'accord. Alors, j'ai perdu le fil de ma question, mais la question était sur les présents d'usage. Si je fais des cadeaux à mes enfants, comment est-ce qu'on le déclare? Alors, le présent d'usage est un cadeau qui doit être modique et fait à un événement particulier selon la coutume. Donc, par exemple, anniversaire, mariage, Noël, etc. Si le présent d'usage est modique, il est complètement exonéré d'impôt et il n'est pas considéré comme une donation. Donc, il n'y a aucune déclaration à faire auprès de l'administration fiscale. Par contre, j'insiste bien sur le terme modique par rapport au patrimoine du donateur. Modique, on entend moins de 2% du patrimoine du donateur. D'accord, merci Peggy. Sur la clause bénéficiaire, comment peut-on renoncer au bénéfice d'un contrat? C'est très simple, une simple lettre, une lettre recommandée avec accusé et réception envoyée à la compagnie d'assurance indiquant clairement que l'on souhaite renoncer au bénéfice du contrat. Aucune explication n'est à donner et la renonciation est matérialisée. D'accord. Peut-être quelques questions sur le péri, sur le traitement fiscal dans la succession. Oui, alors ça, du coup, j'ai essayé en tout cas de vous expliquer l'attrait, bien sûr, du péri en la matière, avec cette fameuse règle finalement de l'âge finalement au moment du décès, ça va être la clé de répartition. Et souvent, en fait, pourquoi c'est assez précieux pour les épargnants? Eh bien, tout simplement parce qu'on peut être dans le cas où des personnes retraitées souscrivent à un plan d'épargne retraite pour à la fois utiliser je dirais, la déductibilité des versements qui sont faits. Ce n'est pas interdit par la loi. Alors après, il faut l'encadrer et bien sûr vous faire accompagner sur le sujet si vous souhaitez verser des sommes importantes pour ne pas être
je dirais, non conforme à l'esprit de la loi en tant que telle, mais en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas de texte qui vous interdise, une fois la retraite, de verser, donc de profiter finalement de cette déductibilité, et par le biais de ce contrat, du coup, effectivement, de préparer ce qu'on appelle, en règle générale, le quatrième âge. Bien sûr, au cas de la succession, vous l'avez compris, ça reste quand même relativement intéressant, puisque même si je décède après mes 70 ans, je serai bien dans un cadre fiscal avantageux. Je ne bénéficierai pas du coup de l'exonération des intérêts. Néanmoins, j'aurai eu un cadeau fiscal quelque part à l'entrée, qui ne me sera pas repris au moment du décès. Et puis surtout, bien sûr, exonération des prélèvements sociaux, ce qui n'est pas rien aujourd'hui. J'ai une question sur les donations. Donc, donner à un enfant mineur qui n'est pas de ma famille, je n'ai pas de descendants. Je pense que la question est de savoir si on a des abattements. Ah, alors non. Un étranger à sa famille ne bénéficiera pas d'abattement et sera taxé à 60%. Donc là, il faudra privilégier le contrat d'assurance vie, absolument. Bien, merci Peggy. Surtout que les droits sont importants, donc du coup, effectivement, il y aura d'autant plus d'intérêt à le faire. Faut-il faire une souscription simple ou une co-souscription? Oui, alors la co-souscription peut être très intéressante pour les couples mariés sous un régime de communauté, que ce soit la communauté légale ou la communauté universelle. Et lorsque le dénouement du contrat qui a été souscrit en co-souscription se fait au second décès, eh bien, le conjoint survivant va pouvoir bénéficier de l'antériorité fiscale. Donc, ça peut être, dans certains cas, très intéressant, mais c'est à étudier avec le conseiller mutualiste. Merci. Je pense que ça répond aux des questions qu'on peut regrouper si un conjoint bénéficie de la transmission d'une assurance vie après 70 ans et la verse sur une assurance vie, comment elle est taxée en transmission aux enfants. Et je pense qu'en parallèle, y a-t-il une fiscalisation sur l'assurance vie du donateur qui est transférée sur l'autre assurance vie? Sandra, moi, je vois une question qui est assez intéressante, parce que du coup, il faut effectivement le préciser. Les intérêts acquis entrent-ils dans le calcul des abattements fiscaux? Et avec un exemple qui est lié certainement à l'abattement de 152 500 €. Donc, pour rappel, pour l'application du 990I du Code général des impôts, donc somme taxée que j'aurais versée avant mes 70 ans, cette fois-ci, ce sont bien les capitaux transmis dans l'intégralité qui sont visés. D'accord? Donc, effectivement, c'est les intérêts acquis compris. En revanche, pour l'article 757B, j'ai un abattement tout bénéficiaire et tout contrat confondu de 30 500 €. Les intérêts générés, sauf à ce que j'ai réalisé un rachat, comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, effectivement, sont exonérés, eux. Il me semble qu'on a répondu. Ouais, ou presque. Les questions. Et on avait, oui, effectivement aussi une question sur est-ce qu'il n'est plus possible de démembrer une assurance vie? Si, cela reste toujours possible. En tout cas, une clause bénéficiaire, ça reste du registre du possible. Par contre, il y a quelques évolutions sur le démembrement. En tout cas, la mise en place d'un quasi-usufruit, effectivement, ça fait l'objet de pas mal d'actualités ces derniers temps, mais voilà, ça ne concernait pas l'assurance vie. On a une question un peu particulière sur les contrats de capitalisation après 90 ans. Peut-être qu'on peut répondre sur celle-là en contacter un conseiller pour avoir une réponse peut-être plus adaptée. Ça va dépendre de la situation. Alors oui, le contrat de capitalisation finalement est un peu le cousin proche ou éloigné de l'assurance vie. Pour rappel, effectivement, il bénéficie d'un cadre fiscal similaire à l'assurance vie dans le cadre de l'épargne, mais par contre, il n'a pas de vocation successorale, donc il n'a pas les mêmes avantages. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne présente pas d'intérêt. Voilà, encore une fois, au cas par cas, il peut être intéressant effectivement de souscrire un contrat de capitalisation. Voilà, et effectivement, on vous orientera vers votre conseiller mutualiste pour étudier tout simplement votre situation. Et on arrive quasiment au bout. Oui, c'est ça. Est-il possible de désigner plusieurs bénéficiaires avec des quotités d'attribution différentes? Bien sûr. Encore faut-il clairement rédiger la clause bénéficiaire. On peut prévoir une répartition par fraction ou par pourcentage.
Il y a 2 petites questions qui restent. Je t'en laisserai une, mais je vais juste répondre à celle qui est facile pour le coup. Tu m'en voudras pas, Peggy. LFM Perform est-il identique à Perrin? Oui, tout à fait. LFM Perform, tout simplement, c'est le nom commercial de notre plan d'épargne retraite individuel. On dit aussi souvent Péri. Voilà, donc effectivement, selon les usages. Et il y en a une dernière qui n'est pas forcément si évidente que ça, mais peut-être qu'on peut le faire assez rapidement. On n'a pas parlé des dispositions pour un bénéficiaire enfant handicapé. On l'a rapidement vu dans les abattements personnels. Peut-être un petit mot spécifique dessus. Alors, l'enfant handicapé bénéficie d'un abattement spécial de 159 000 € environ dans le cadre des donations et dans le cadre des successions qui va s'ajouter à son abattement personnel. Donc, si c'est votre enfant, il va pouvoir bénéficier de l'abattement de 100 000 € plus 159 000 €. Dans le cadre de l'assurance vie, je ne sais pas si la question portait plutôt dans le cadre de l'assurance vie. En tout cas, dans le cadre de l'assurance vie, on appliquera les abattements qui ont été expliqués par David. Dans le cadre du 757B, on ajoutera toujours cet abattement spécifique à l'enfant handicapé, 159 000 € environ. Et puis, on n'était pas sur le volet de l'épargne, hein, on était sur le sujet vraiment de la transmission. Il faut rappeler, bien sûr, l'accessibilité pour notre contrat d'assurance vie et comme de nombreux autres à l'épargne handicap. Donc, voilà, donc c'est une option, effectivement, sur le contrat d'assurance vie qui permet un avantage fiscal. On arrive à la fin. Je pense qu'on arrive à la fin des questions. Merci beaucoup pour votre participation. Si vous avez d'autres questions, peut-être qui vous viendraient en tête ce soir en y réfléchissant, n'hésitez pas à contacter votre conseiller mutualiste. Vous pouvez retrouver les coordonnées en direct sur vos courriers de gestion ou sur le site internet. On vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.